Salam alaikum. Alors, cette nouvelle séance du cours de mécanique de la rupture et fatigue concerne la mécanique linéaire élastique de la rupture. Alors, la mécanique linéaire élastique de la rupture s'applique aux matériaux fragiles, dont la déformation plastique est pratiquement inexistante. Alors, nous commençons le chapitre par le critère énergétique de Griffith. Donc, le critère énergétique de Griffith stipule que la propagation de la fissure aura lieu quand l'énergie de propagation dépasse la résistance du matériau. Donc, Griffith définit pour le matériau une énergie de propagation et le critère de Griffith stipule que la fissure a tendance à se propager, à avancer, la fissure Temshi, lorsque cette énergie-là dépasse un seuil critique. Alors, Griffith en 1920 a proposé un critère énergétique de rupture qu'on appelle le taux de changement de l'énergie potentielle autour de la zone de fissure ou bien le taux de restitution d'énergie G. Donc, pour une fissure de longueur 2A dans un massif, dans un milieu infini, donc la plaque est très grande, la plaque est d'épaisseur B, elle est très grande par rapport à les tailles de la plaque sont très grandes par rapport à la taille de la fissure. Donc, l'énergie de Griffith s'écrit pi fois la contrainte appliquée au carré fois A, la demi-longueur de la fissure, sur le module de Young E. Donc, sigma, c'est la contrainte nominale ou bien la contrainte appliquée loin de la fissure. Et à l'état critique, donc le critère de Griffith, donc il stipule que la fissure a tendance à avancer lorsque le G devient critique. Et ce G critique est une propriété du matériau. Donc G critique est égal à pi fois sigma F au carré A critique sur E. A critique étant la taille critique de la fissure correspondant à la contrainte appliquée appelée sigma F ou sigma failure. Ça veut dire que c'est la contrainte de rupture. Donc ici, quand G égale à G critique, A est critique et sigma est critique. Donc vous voyez ici que vous avez deux paramètres. Donc G est lié à deux paramètres que sont la contrainte et A. Donc comme G est une grandeur qui est liée au matériau, elle est intrinsèque au matériau, elle dépend du matériau. Donc c'est une constante du matériau, comme le module de Young. Donc vous avez, lorsque la contrainte augmente, la fissure obligatoirement doit diminuer. Et lorsque la fissure augmente, donc sigma, le chargement doit diminuer. Quand G égale G critique, égale à une constante, la contrainte de rupture sigma F, varie en 1 sur racine de A. Ça veut dire, d'ici là, si vous prenez GC pour une constante, une énergie constante, donc sigma est proportionnel à 1 sur racine de A. Donc GC joue le rôle de force de résistance à la rupture du matériau. Donc il a le même rôle que la ténacité du matériau qu'on a vu en chapitre d'introduction, le cas critique. Donc G critique est une propriété, est une force de résistance à la rupture du matériau et G joue le rôle de force agissante pour provoquer la rupture. Donc G ici, c'est une force agissante pour provoquer la rupture et nous avons rupture lorsque G atteint G critique. Donc G est une énergie par unité de surface. En effet, nous avons sigma, c'est des mégapascales au carré, sur le module de Young, c'est des mégapascales. Donc nous avons des mégapascales mètres. Mégapascal, c'est des newtons par mètre carré par mètre. Donc newton par mètre, c'est des joules. Par mètre carré, c'est une énergie par surface. Ceci pour le premier critère. Le deuxième critère concerne le critère d'intensité des contraintes. Donc en considérant un point matériel au voisinage d'une fissure, le matériau est supposé élastique. Les hypothèses de contrainte plane, donc n'oubliez pas que l'hypothèse de contrainte plane implique que la plaque est mince. L'épaisseur de la plaque est faible par rapport à sa longueur et sa largeur. Les composantes de contrainte sont proportionnelles à un facteur K1. On va supposer que les contraintes au voisinage du fond de fissure sont proportionnelles à K1. Pour le cas de la figure, ça veut dire lorsqu'il s'agit d'une fissure dans une plaque infinie, donc K1 est donné par la formule de Griffith, K1 égale sigma racine de pi A, ce qu'on appelle le facteur d'intensité de Griffith. Donc K1 est égal à la contrainte appliquée à l'infini
de la plaque fois racine de pi fois A qui est la taille de la fissure. Bien sûr, la longueur de la fissure, c'est 2 fois A. Et nous, on prend la moitié de la longueur puisqu'il s'agit d'une fissure interne. La rupture sera causée si K1, le facteur d'intensité de contrainte, est égal à K1C. Donc K1C c'est le facteur d'intensité de contrainte critique. Donc K1C, c'est la ténacité du matériau. C'est une propriété du matériau intrinsèque. Donc elle dépend juste du matériau. Et K1, c'est la valeur calculée. Donc on doit calculer K1 pour une taille de fissure A donnée, pour un chargement donné. Et on doit vérifier la valeur de K1 par rapport à la ténacité, le K1 critique. Donc si K1 est supérieur ou égal à K1 critique, on dit que la fissure a tendance à se propager. Ça veut dire que théoriquement pour un matériau fragile, comme il n'y a pas de plasticité, donc si K1 atteint K1 critique, donc la structure casse. Elle est rompue. Donc si nous revenons aux critères de la contrainte de l'énergie de Griffith, voilà, pour l'énergie de Griffith. Donc nous voyons que sigma racine de pi a, ici nous avons sigma carré pi a, c'est K1 au carré. Donc G égale à K1 au carré sur E. Voilà. Donc il y a une relation directe entre le taux de restitution d'énergie de Griffith ou bien l'énergie de Griffith et le facteur d'intensité de contrainte en mode 1 en contrainte plane. Donc en contrainte plane, nous avons G qui est égal à K1 au carré sur 2. Donc vous pouvez mettre aussi ici G critique et mettre ici K1 critique. Donc G critique est égal à K1 critique au carré sur E, le module de Young. Donc il y a une relation directe entre la ténacité considérée comme une énergie par unité de surface et la ténacité considérée comme un facteur d'intensité de contrainte. Concentration des contraintes au voisinage des défauts. Donc, maintenant nous allons voir comment calculer le facteur de concentration de contrainte. Donc, nous avons déjà vu, ou vous avez déjà vu en RDM que lorsqu'on a un trou dans une structure, donc les contraintes sont amplifiées au voisinage du trou. Et ceci a été démontré par Inglis en 1913, qui a été le premier à montrer l'effet de concentration de contraintes. Donc, tarkiz l'ijhadat. Donc, on avait parlé de K, le K1 qui est le facteur d'intensité de contrainte, mu'amil shiddat l'ijhadat, et celui-là c'est mu'amil tarkiz l'ijhadat, concentration de contrainte. Donc, si on prend une plaque avec un trou elliptique de largeur de 2A et de hauteur de B, la largeur de la plaque est très grande devant 2A. Donc, la contrainte en point de fissure au point A, donc vous avez ici au point A, ici et ici. Donc, vous avez sigma A qui est égal à sigma fois 1 plus 2A sur B. Et vous pouvez voir que lorsque B tend vers 0, donc sigma A peut devenir très grand. Donc, quand on a une contrainte à l'infini appliquée sigma, au voisinage de l'extrémité de l'ellipse ici et ici, nous avons une contrainte qui peut atteindre une valeur très grande en fonction de la valeur de B. Donc A c'est la longueur, 2A c'est la longueur de la fissure, et B c'est la moitié, si vous voulez, c'est la hauteur, la moitié de la hauteur du trou. Donc, le facteur de concentration, sigma A sur sigma est égal à Kf. Donc Kf, ce terme-là, 1 plus 2A sur B, est un facteur de concentration de contrainte. Mu'amil tarkiz l'ijhadat. Donc si A égale à B, Kf égale à 3. Donc vous pouvez voir que si A égale à B, donc K égale à 3. Et ceci est connu en résistance des matériaux. Lorsque vous avez dans une plaque un trou circulaire, donc le facteur de concentration de contrainte est de 3. Alors, si A sur B tend vers l'infini, ça veut dire que B est très petit. Ça veut dire que nous avons l'ellipse qui se referme. Donc, quand l'ellipse se referme, B devient très petit devant A. Donc, Inglis propose la formule suivante. Sigma A égale à sigma facteur de 1 plus 2 racines de A sur ρ. Avec ρ égale B au carré sur A.
Donc, si vous remplacez ρ par B au carré sur A, vous allez retrouver cette formule-là. Donc, c'est juste pour faire intervenir le ρ qui est le rayon en pointe de fissure. Donc, le ρ qui est égal à B au carré sur A, il vous donne la valeur du rayon en pointe de fissure. Et vous pouvez voir que lorsque ρ tend vers 0, ça veut dire lorsque l'ellipse tend vers une fissure, vous avez sigma A qui devient très grand. Donc si A est très grand devant B, donc nous pouvons déjà négliger le terme 1 puisque la valeur de la racine de A sur O devient une valeur très grande. Donc déjà nous pouvons négliger le 1 et dire directement ce que sigma A est égal à 2 fois sigma racine de A sur ρ. A étant la demi-longueur de fissure et ρ étant le rayon en pointe de fissure. Donc l'application de cette formule reste limitée puisque lorsque ρ tend vers 0, vous avez la contrainte sigma A qui peut dépasser la limite élastique. Et dans ce cas-là, nous avons une plastification en pointe de fissure. Donc l'application de cette formule reste juste dans le cadre de la résistance des matériaux. Donc si nous avons un problème de mécanique de la rupture, par exemple si nous avons une fissure qui démarre par exemple ici, donc c'est pas dans les formules pour le calcul de K, c'est pas sigma qu'on doit utiliser, mais c'est sigma multiplié par Kf. Donc il faut évaluer le facteur le coefficient de concentration de contrainte, il faut le multiplier par sigma et cette valeur-là qu'il faut utiliser dans les formules pour le calcul de K ou bien de G. Équilibre énergétique de Griffith. Donc, nous allons voir comment, avec des manipulations mathématiques très simples, Griffith a pu montrer une relation entre l'énergie potentielle de la structure et la propagation de la fissure. Donc l'énergie G qui est consommée par la fissure et l'énergie potentielle de la structure tout entière. Donc pour cela, considérons une plaque soumise à une contrainte constante sigma. La plaque contient une fissure de longueur 2A. La largeur de la plaque est très grande par rapport à 2A. Et l'hypothèse de contrainte plane, ça veut dire que B ici est faible par rapport à la longueur et la largeur de la plaque. L'équilibre énergétique selon Griffith s'écrit. Alors E, c'est l'énergie totale. Donc la variation de l'énergie totale pour une augmentation de surface dA, A étant la surface de la fissure, est égale la variation de l'énergie potentielle pour la même augmentation de la surface de la fissure, plus le travail, la variation du travail nécessaire pour la propagation, la progression ou bien la propagation du défaut. Et ceci est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de l'énergie totale quand vous avez une fissure qui se propage, c'est 0. Donc, et comme la fissure a avancé, elle s'est ouverte, donc il y a eu, quand la fissure avance, il y a création de nouvelles surfaces. Donc la diminution de l'énergie potentielle due à l'avancée de la fissure, il se transforme en travail nécessaire pour la progression du défaut. Donc si vous voulez, le travail dû à la progression de la fissure, il est diminué il est pris de ce réservoir-là qui est l'énergie potentielle. Alors Griffith montre que pi est égal à pi0, c'est une énergie potentielle de la plaque sans défaut. Donc pi0 c'est l'énergie de la plaque sans défaut, moins, quand il y a un défaut, l'énergie absorbée par la création du défaut, qui est pi sigma au carré A au carré B sur E, B étant la largeur de la plaque. Alors maintenant, il va dériver pi par rapport à A. Donc ici, il faut faire apparaître A qui est la surface de la fissure. Donc, et WS est donné par WS est égal à 4AB gamma S. Gamma S étant l'énergie de surface, l'énergie de création de surface. Donc comme lorsque vous avez une fissure qui se crée, donc il y a deux surfaces qui se créent. Donc chaque surface, c'est 2A fois B.
Donc, vous avez 2 AB, c'est la surface de la lèvre supérieure, la lèvre de la fissure supérieure, et 2 AB, c'est la surface de la lèvre inférieure. Donc, vous avez 2 lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc, en tout, ça vous fait 4 AB. Donc, c'est la surface globale, lèvre supérieure plus lèvre inférieure, que multiplie l'énergie de surface qui est en joules par mètre carré. Donc, on dérive l'énergie potentielle par rapport à A, ça donne moins dpi dA égale pi sigma au carré A sur E. Et on dérive le travail nécessaire à la progression de la fissure de WS par rapport à dA, ça fait 2 gamma S, puisque A, c'est 2A fois B. Donc, dans les formules de WS, je remplace 2A fois B par A, donc il me reste 2 gamma S. Et en comparant les deux formules, donc l'équilibre énergétique de Griffith donne donc pi sigma au carré A sur E, donc est égal à 2 gamma S. Et ceci me permet d'écrire que à la rupture, donc ce terme-là égale à ce terme-là, donc à la rupture, si on tire sigma rupture, c'est égal à racine de 2 fois E gamma S sur pi 1. Donc la contrainte de rupture en fonction d'une taille de fissure donnée et d'un gamma S d'un matériau donné, le module de Young du matériau, c'est 2 fois E gamma S sur pi 1. Et ceci est valable pour les matériaux fragiles en contrainte plane, n'oubliez pas. Quelques années plus tard, Irwin a apporté une correction de la contrainte de rupture pour le cas de structure métallique, la rupture ductile. Donc Irwin a apporté une correction en ajoutant à l'énergie de rupture fragile une énergie de plastification ou bien une énergie de rupture ductile. Donc sigma F pour Irwin, c'est racine de 2 fois E gamma S plus gamma P. Donc il ajoute, en plus de l'énergie de la rupture fragile, une énergie de plastification. Alors, la différence entre la rupture fragile et la rupture fragile avec plastification s'explique par les deux images suivantes. Alors qu'en rupture fragile, le phénomène s'explique par le clivage. Donc le clivage, c'est la rupture interatomique. Donc il n'y a pas de plasticité, c'est juste les liaisons atomiques qui se rompent, qui cassent, et la fissure avance. Donc ça, c'est pour la rupture fragile. Donc par exemple, dans le cas de la fonte, les céramiques, le verre, on utilise gamma S. Directement gamma S. Le travail de progression de la fissure, c'est gamma S. Alors que pour les fissures, pour un matériau qui présente une déformation plastique en fin d'entaille, donc la déformation plastique consomme une partie de l'énergie ou bien un certain travail de plastification est nécessaire pour créer cette zone plastique. Donc on dit que dans une rupture ductile, le travail de progression de la fissure, c'est gamma S plus gamma P. Après avoir vu deux critères de rupture fragile, le critère de Griffith et le critère de facteur d'intensité de contrainte, alors nous allons maintenant s'intéresser aux cinématiques de rupture et les champs de contrainte associés. Donc en mécanique de la rupture, il y a 3 cinématiques distinctes. Donc nous avons, c'est pour décrire la propagation de fissures. Nous pouvons dire qu'une fissure se propage par ouverture, qu'on appelle le mode 1, ou bien elle se propage par cisaillement plan, qu'on appelle le mode 2, ou bien elle se propage par cisaillement antiplan, qu'on appelle aussi le mode 3. Donc nous avons le mode ouverture, le mode cisaillement plan ou glissement plan, et le mode cisaillement antiplan ou bien le glissement antiplan. Et généralement, ça c'est une règle qui est généralement vérifié, le tenseur des contraintes totales, quand on a des cinématiques mixtes, c'est-à-dire si vous avez la présence de 2 modes ou bien de 3 modes, le tenseur des contraintes, c'est la somme des 3 tenseurs des contraintes. Alors, on va s'intéresser maintenant au champ de contrainte au voisinage du fond de fissure en mode 1. Donc le mode 1, c'est le mode ouverture. Donc on va dire que le déplacement ici d'ouverture s'effectue selon l'axe Y.
Donc, pour le champ des contraintes, nous avons sigma xx qui est égal au facteur d'intensité de contrainte en mode 1. C'est une constante qui dépend du chargement et de la taille de la fissure à calculer, sur racine de 2πr, r étant la distance du point à la fissure, donc on est en coordonnées polaires, r étant la distance entre le point où est calculé le tenseur des contraintes et la pointe de la fissure, fois cosinus θ sur 2, donc θ étant l'angle que fait le vecteur r avec le plan de la fissure, le prolongement du plan de la fissure, et facteur donc multiplié par 1 moins sinus θ sur 2, sinus 3θ sur 2. Donc si on revient un peu en arrière, voilà. Donc ici j'ai le R et j'ai le θ. Je suis en coordonnées polaires. Je retourne à mon slide. Donc le tenseur des contraintes sigma xx égale k1 racine de 2πr fois une fonction de θ. Sigma y est égal k1 sur racine de πr fois une fonction de θ. Et taux de xy égale k1 sur racine de πr fois une fonction de θ. Alors, en déformation plane, ça veut dire lorsque l'épaisseur de la plaque n'est pas faible, sigma zz est égal le coefficient de Poisson, donc le nu sigma xx plus sigma yy. Et sigma zz est égal à 0 en contrainte plane. Juste une remarque avant de passer, vous pouvez remarquer que le champ des contraintes est singulier. Il est en 1 sur racine de r. Singulier, ça veut dire qu'il n'est pas défini en r égale à 0. Ça veut dire si vous cherchez à calculer le tenseur des contraintes à la pointe exacte de la fissure pour r égale à 0, il est indéterminé. On dit que le champ des contraintes est singulier à la pointe de la fissure. Alors, maintenant les déplacements. Donc le déplacement, puisqu'on est en mode 1, nous avons le déplacement suivant x et le déplacement suivant y uniquement. Donc K1, le ux, le déplacement selon x est égal à K1 sur 2 mu, mu ici étant le module de cisaillement. Donc n'oubliez pas qu'en RDM, on utilise pour module de cisaillement la lettre G. Ici, la lettre G est réservée pour l'énergie de Griffith, donc on utilise le mu. Le mu, c'est le module de cisaillement qui est égal au module d'élastique E sur 2 fois, parenthèse, 1 plus nu. 2 fois 1 plus nu. Donc, K1 sur 2 mu, racine de R sur 2pi fois une fonction qui dépend de θ. Et vous avez le kappa ici, qui est égal à 3 moins nu sur 1 plus nu en contrainte plane. Et en déformation plane, est égal à 3 moins 4 nu. Donc, nous avons une écriture condensée. Vous avez la même formule, il suffit juste de changer le kappa pour se mettre en déformation plane ou en contrainte plane. En déformation plane, bien sûr, uz égale à 0, il n'y a pas de déplacement selon z. Et vous pouvez remarquer que le champ des déplacements, il est régulier, il est défini pour r égale à 0. Alors, passons au champ des contraintes au voisinage du fond de fissure en mode 2. Donc, le mode 2, c'est le cisaillement plan. Donc, vous avez les deux parties, l'une qui va vers ce côté-là et l'autre qui vient vers ce côté-là. Donc, ici, nous avons le tenseur des contraintes aussi, le tenseur des contraintes, il est singulier, comme le cas pour le mode 1. Donc, sigma xx égale à moins k2 sur racine de πr fois une fonction de θ. Sigma y égale à k2 sur racine de πr fois une fonction de θ. Et vous remarquez qu'ici, on utilise le k2. C'est le facteur d'intensité de contrainte en mode 2. Et le taux de xy, le cisaillement, c'est k2 sur racine de πr par une fonction de θ. Alors, sigma zz égale coefficient de Poisson nu fois sigma xx plus sigma y en déformation plane est égal à 0 en contrainte plane. Alors, pour le champ des déplacements, donc nous avons le déplacement ux égale à k2 sur 2 fois le module de cisaillement fois racine de r sur 2pi fois une fonction de θ. Uy est égal à moins k2 sur 2 fois le module de cisaillement racine de r sur 2pi fois une autre fonction de θ. Avec kappa qui est égal à 3 moins 4 nu en déformation plane. 3 moins nu sur 1 moins nu en contrainte plane. Et le déplacement uz, bien sûr, il est 0 en déformation plane. Donc, quand on est en déformation plane, on a juste ux, y et z égale à 0.
Alors, maintenant pour le mode 3, ou le glissement anti-plan. Donc, le glissement anti-plan, nous avons juste les contraintes taux de xz et yz. Donc, xz, taux de xz égale à moins k3, le facteur d'intensité de contrainte en mode 3 sur racine de pi r sinus θ sur 2. Et taux de yz qui est égal à k3 sur racine de pi r cosinus θ sur 2. Alors, pour les déplacements, nous avons juste le déplacement uz qui est égal à 2 fois k3 sur mu, le module de cisaillement, racine de r sur 2 pi sinus θ sur 2. Et la même remarque, le tenseur des contraintes, il est singulier en r égale 0 et le tenseur des déplacements est régulier. Alors, pour finir, je vais vous donner quelques expressions utiles du facteur d'intensité de contrainte. Donc, ces cas-là, c'est des cas analytiques qui ont été calculés, évalués analytiquement dans une formule. Donc, une formule analytique existe pour chaque cas. Et ces cas-là sont utilisés pour valider les modèles numériques. Ça veut dire si vous travaillez sur un modèle numérique par élément fini, si vous développez un programme élément fini qui fait de la mécanique de la rupture, donc les premiers cas à vérifier avec votre code, ça sera ces modèles-là qui sont des modèles analytiques connus. Donc le premier cas, c'est le problème de Griffith. Donc on a déjà vu ça. Quand il s'agit d'une fissure de longueur 2A, donc la longueur c'est L, la taille de la fissure c'est 2 fois A, et dans la formule on utilise le A, c'est L sur 2. Donc le facteur d'intensité de contrainte en mode 1, puisqu'ici on a une traction, la contrainte de traction est très loin de la fissure, les dimensions de la plaque sont très grandes par rapport à la taille de la fissure. Dans ce cas, cette formule reste une approximation très correcte. K1 égale à sigma racine de pi A. Alors, lorsque la fissure est inclinée d'un angle bêta par rapport à la verticale, donc vous avez K1 qui est égal à sigma racine de pi A cosinus carré de bêta, et K2, le facteur d'intensité de contrainte en mode 2, c'est sigma racine de pi 1 A cosinus racine de pi A, enfin cosinus bêta fois sinus bêta. Donc vous pouvez utiliser 1/2 de sigma racine de pi A fois sinus de bêta. Un autre cas, fissure de longueur 2A distante de 2B dans une plaque infinie. Donc nous avons une plaque de dimension très grande et nous avons ici une série de fissures de longueur 2A régulièrement espacées de 2B en série. Donc nous avons là une traction, un sigma, une contrainte de traction et une contrainte de cisaillement taux. Donc les facteurs d'intensité de contrainte en mode 1 et 2 s'écrivent. Pour le mode 1, c'est sigma racine de pi A racine de 2B sur pi A tangente pi A sur 2B. N'oubliez pas ici d'ajuster votre calculatrice sur les radians parce qu'on calcule en radians. K2 égale à taux le cisaillement racine de pi A racine de 2B sur pi A tangente de pi A sur 2B. Un autre cas, c'est maintenant les fissures sont en parallèle. La distance c'est D, la plaque de dimension infinie et nous avons une contrainte de traction et une contrainte de cisaillement taux. Donc K1 est égal à sigma racine de pi A facteur 1 moins 1/2 de pi A sur D au carré plus 3/8 de pi A sur D à la puissance 4. Le facteur d'intensité de contrainte K2 est égal à taux racine de pi A racine de D sur pi A tangente pi A sur D. N'oubliez pas, c'est des radians. Maintenant, une plaque finie avec une fissure interne, donc de longueur 2A. Donc, quand est-ce qu'on peut considérer que la plaque est finie? Donc, les effets du bord dans le calcul, donc l'effet de bord pour le calcul du facteur d'intensité de contrainte, les effets interviennent lorsque la largeur de la plaque est inférieure à 10 fois la longueur. Généralement, lorsque la largeur de la plaque est inférieure à 10 fois la longueur de la fissure, on utilise ces formules-là, les formules approximatives faisant intervenir le W. Sinon, lorsque la largeur est supérieure à 10 fois la longueur, on peut considérer que la plaque est de dimension infinie et d'utiliser les formules en conséquence. Donc, K1, c'est le facteur d'intensité de contrainte en mode 1 est égal à sigma racine de pi A racine de cosinus PA sur W. N'oubliez pas que c'est des radians. K2 égale taux racine de pi A racine de W sur pi A tangente pi A sur W. Maintenant, fissure de bord dans une plaque semi-infinie. Ça veut dire que la largeur de la plaque est très grande et nous avons une fissure de bord ou une fissure débouchante. Donc là, quand il s'agit d'une fissure débouchante, la longueur de la fissure c'est A. N'oubliez pas,
une seule extrémité A. Et deux extrémités, c'est 2 fois A. Donc, la longueur de la fissure ici, c'est directement A. Donc, le facteur d'intensité de contrainte, c'est 1,122 sigma racine de pi A. Si vous faites sortir le racine de pi, vous le multipliez par 1,122, ça vous donne à peu près 2. Donc, une formule simplifiée, c'est 2 fois sigma racine de A directement. Alors, les deux derniers cas, ça concerne double fissure débouchante. Nous avons deux fissures débouchantes dans une plaque finie avec une traction et un cisaillement. Donc, le facteur d'intensité de contrainte K1, c'est sigma racine de pi A, facteur de 1 plus 1,122 cosinus carré pi A sur W, que multiplie racine de W sur pi A tangente racine de pi A sur W. Et K2 est égal à taux racine de pi A, racine de W sur pi A tangente pi A sur W. Le dernier cas concerne une fissure circulaire, ce qu'on appelle en anglais the penny-shaped crack. Donc la taille d'un pound, donc une fissure circulaire dans un massif infini, très grand. Donc le K1, lorsque la fissure est en traction, mode 1, K1 c'est 2 sigma sur pi, racine de pi A, tout simplement. Donc c'est un exemple très utilisé pour valider les codes de calcul quand on fait le calcul en tridimensionnel. Avant de finir, je vous donne deux articles à lire. Les deux articles sont déposés sur la plateforme Moodle de l'université. Vous pouvez les télécharger. Donc, le premier article est celui de Griffith, qui résume ses travaux effectués en 1920 et publiés en 1921 sur la rupture des matériaux fragiles, où il fait des expériences et des éprouvettes en verre. Et dans cet article-là, il définit son paramètre G. Le deuxième article est celui de Rice. Donc, Rice a développé une intégrale de contour qui permet de calculer l'énergie de rupture. Donc, l'intégrale de Rice est un paramètre qui peut être utilisé comme critère de rupture, aussi bien en mécanique linéaire de la rupture qu'en mécanique non linéaire. Ça veut dire aussi bien pour la rupture des matériaux fragiles que la rupture des matériaux ductiles. D'ailleurs, pour la mécanique, en mécanique linéaire de la rupture, on montre que la valeur de l'intégrale de Rice, elle est équivalente à l'énergie de rupture de Griffith. Donc, bonne lecture et je vous laisse résumer un des deux articles. Donc, je vous laisse au choix de choisir un des deux articles et d'en faire un résumé d'une page ou deux pages maximum et de me l'envoyer par mail. Voilà, ceci termine le deuxième chapitre de mécanique linéaire de la rupture. Merci pour votre attention. Salam alaikum.